Cette histoire est racontée par un homme qui passait ses vacances en Israël et qui dit la chose suivante. Je m'appelle Yaakov, je suis chercheur en chimie à l'université de Harvard aux États-Unis. Et il y a 2 ans, avec un collègue à moi, nous avons reçu une distinction internationale pour nos travaux. Alors nous avons été convoqués chez le doyen qui nous dit que des savants soviétiques nous invitaient à la grande université de Moscou pour donner des conférences. Parce que nos travaux les intéressaient beaucoup. Mais le doyen en question nous a précisé que ce voyage devait rester secret à cause des tensions internationales et que ce voyage devait durer en moyenne 3 semaines. Que si on voulait, on pouvait refuser d'y aller. Nous avons accepté et il nous a précisé que l'itinéraire était le suivant. Allez à New York, embarquez pour Vienne et vous aurez une correspondance, un vol pour Moscou. Et voilà que la veille de mon départ, raconte Yaakov, le téléphone sonne chez moi. J'entends, ici le secrétariat du rabbi de Lubavitch, le rabbi voudrait vous voir personnellement. Je réponds que je suis très occupée parce que je dois voyager pour 3 semaines. Et de plus, je n'avais aucun lien avec Lubavitch. On me répond au bout du fil, on ne vous demande pas d'effort spécial. Votre vol ne part qu'à midi et vous passez par Brooklyn pour le changement. Vous n'aurez qu'à entrer au 770 Eastern Parkway. Ah là, j'étais soufflée. Comment savait-il cette précision que je croyais secrète, l'heure de mon vol, ma correspondance, etc. Donc, évidemment, je me rends. Juste avant de prendre le vol, en milieu de matinée, j'arrive devant le 770 Eastern Parkway. Et je suis introduit dans le bureau du rabbi. Je suis impressionnée par la personne qui est en face de moi, un homme aux yeux bleus, à la longue barbe blanche avec un chapeau et qui a un regard de bonté et une stature assez impressionnante. Le rabbi me dit « J'ai entendu que vous allez en Russie et là-bas il y a des juifs à Moscou qui attendent des objets de culte. Pouvez-vous prendre avec vous un paquet de ces objets et leur remettre ?» Alors là, je suis effrayée. Je dis « Vous vous rendez compte, rabbi ? Ils vont passer mes bagages au peigne fin. Comment introduire ces objets sans me faire arrêter ?» Le rabbi me répond « Vous me rendez ce service et je vous en rendrai un autre en échange. » Mais comment saurais-je à qui remettre le paquet ? Alors à l'aéroport, on m'attend de la part du rabbi. Un homme me dit « On viendra vous voir à la synagogue. » Et le rabbi vous redit qu'il vous rendra service pour service. N'ayez crainte. Je prends le paquet. Arrivé à Moscou, après un vol sans histoire, moi et mon ami, nous sommes conduits vers le bâtiment des douanes. Chaque bagage est passé au peigne fin. J'ai le cœur qui bat très fort. Je me demande ce qui va m'arriver. À cet instant précis, c'est la relève. Et le nouveau douanier, qui prend la place du précédent, pense que j'ai déjà été examiné et fait passer les bagages. Ouf, je respire. Mais hélas, une nouvelle fouille s'annonce. C'est le KGB, la police politique. L'homme inspecte mes valises à la loupe, mais chose curieuse, il pousse le paquet au téphilim, loin de lui comme s'il était invisible. Je viens de vivre un miracle en direct. Et tout cela pour pouvoir donner ces objets de culte à mes pauvres frères juifs qui manquent de tout là-bas, en Russie. À la sortie de l'aéroport, nous avons un guide touristique qui est imposé par l'État qui nous attend pour nous amener à notre hôtel. Arrivé à l'hôtel, je déballe les objets que m'a donné le rabbi. Je m'aperçois qu'il y a 15 paires de téphilim, une vingtaine de sidourim, de livres, et de nombreuses mezuzot. Comment emmener tout ça à la synagogue? Alors évidemment, je prends sous mon manteau une partie des objets et conduit par mon guide qui m'attend dehors, je vais à la synagogue. Et là, effectivement, il y a un homme qui m'approche, qui dit « Avez-vous apporté quelque chose pour moi ?» J'ai compris, le rabbi m'avait dit qu'on viendrait me voir et je lui donne tous les objets. Pendant 3 jours, j'apporte le reste du colis. Et ils sont très heureux de tout ce qu'on leur a apporté.
Pendant ce temps-là, le reste du temps, notre activité scientifique avait commencé, dit Yaakov, et dès le premier jour, conférences, séances de travail en laboratoire. Tout se passait normalement, et voilà. Après 1 semaine et demie de séjour, nous devions donc séjourner pendant 3 semaines, alors que nous étions en train de dormir, la porte de notre chambre s'ouvre brutalement, la lumière est allumée et 4 hommes, avec des mines très sévères, très dures, nous disent « Vous êtes arrêtés, habillez-vous ». Ils fouillent la chambre, passent au peigne fin, prennent nos valises, nous mettent des menottes, on ne comprend pas ce qui nous arrive. De quoi sommes-nous accusés au juste? Personne ne nous répond. Ils nous conduisent en prison. Et moi et mon collègue, nous trouvons dans une petite cellule avec un petit vasista. Nous avons beau clamer que c'est contre le droit international, notre gardien de prison nous répond sèchement « Chez nous, il n'y a pas de droit international. Vous n'allez pas nous apprendre nos lois. » Et chaque jour, on nous donne, à travers le vasista, de la nourriture. Enfin, un gardien accepte de nous parler et nous dit « Vous êtes venus espionner les savants de l'URSS, alors dans 2 jours, vous serez condamnés à mort. » Mais je lui dis « Mais attendez, il y aura une tempête dans le monde entier quand on saura que l'URSS a tué des citoyens américains sans procès. » Et notre gardien nous répond en souriant « À tout moment, il arrive des accidents terribles, vous savez, sur la route. » Alors là, nous avons compris. On allait maquiller notre mort en accident. Dans la nuit du 4e jour, 3 gardiens entrent et nous secouent. « Levez-vous, habillez-vous !» Ils nous conduisent à l'extérieur et nous bandent les yeux. Le voyage dure 1 heure. Et pendant ce temps-là, dit Yaakov, je me mets à prier, à faire mes confessions, parce que je me dis que ma dernière heure est arrivée. Finalement, la voiture s'arrête, on nous fait sortir, on nous enlève nos bandeaux dans la lumière de l'aube, et nous voyons un avion, une passerelle. Un homme avec un chapeau, un imperméable, avec un regard très sévère, nous dit, entouré de 2 policiers, « C'est la dernière fois que vous venez ici, si vous revenez, vous y laisserez votre vie. » Ils repartent sans un mot. Ouf, nous nous trouvons dans l'avion qui décolle. Moi et mon collègue, nous sommes cloués de stupeur. Nous ne savons que penser de tout cela. On ne sait pas pourquoi on nous a incarcérés, on ne sait surtout pas pourquoi on nous a libérés. Le lendemain, nous prenons donc rendez-vous avec la direction de l'université pour éclaircir ce mystère, mais personne ne sait rien, ils ne comprennent rien. Bon, finalement, nous prenons un congé pour nous reposer et oublier tout cela. Et Yaakov précise, et voilà que je reçois un appel téléphonique qui me dit « Je suis membre d'une section spéciale du département d'État et nous voulons vous voir tous les deux, aujourd'hui même, à Washington. » Alors moi et mon collègue, nous nous rendons au département d'État, nous sommes reçus et on nous dit « Racontez-nous ce qui vous est arrivé là-bas. » Nous racontons tout. Et nous posons la question, mais pourquoi nous a-t-on arrêtés? Pourquoi nous a-t-on libérés? Et là, on nous répond quelque chose qui nous stupéfie. Il y a quelques jours, nous avons reçu un appel anonyme qui nous disait ceci. Des scientifiques de Harvard sont à Moscou en prison accusés d'espionnage. On s'apprête à les tuer. Occupez-vous d'urgence d'eux, car les officiels veulent faire passer cela pour un accident de la route. Je vous en prie. Et on raccroche. Et l'université a bien confirmé que vous étiez en URSS, mais ils n'étaient pas au courant de ce qui vous est arrivé. Alors, nous avons téléphoné à nos homologues en Russie, et nous leur avons dit, nous sommes au courant de leur détention, et nous voulons leur libération immédiate. On nous a répondu, non, non, ils ne sont pas chez nous. Alors nous avons insisté, nous savons que vous vous apprêtez à les tuer en déguisant ce meurtre en accident. Si jamais cela arrivait, il y aurait des sanctions très graves internationales contre l'URSS. Alors des contacts ont été pris au plus haut niveau avec le gouvernement soviétique, qui à l'époque était dirigé par Gorbatchev. Et aussitôt, effectivement, nous ne savions pas nous-mêmes si ces paroles étaient vraies, et maintenant nous constatons que vous étiez vraiment en danger, puisque cet appel nous avait été lancé 2 jours après votre arrestation. Et 2 heures après notre appel, au gouvernement, ils vous ont reconduit à l'aéroport et expulsé du RSS, heureusement. Alors là, nous étions vraiment sidérés. Quel était cet appel téléphonique qui les a mis au courant, alors que personne n'était au courant, que nous allions être exécutés et que cela allait être déguisé en accident de la route. Donc 2 jours plus tard, le téléphone sonne chez moi, dit Yaakov,
Ici, le secrétariat du rabbi de Lubavitch. Le rabbi veut vous voir tout de suite. Alors aussitôt, dit Yaakov, je me rends au 770. Le rabbi m'accueille avec une affection extraordinaire. Racontez-moi votre voyage et votre mission. Je raconte tout, comment je suis rentrée à la synagogue, comment j'ai donné les objets de culte, comment j'ai fait ça en plusieurs fois, etc. Le rabbi me demande des précisions, à quelle heure se faisait la prière, qui était l'officiant, etc. Et à chaque description que je fais, je vois l'émotion du rabbi, il y a même une larme qui perle au coin de ses yeux. Mais je ne raconte pas que j'étais arrêtée avec mon collègue. Je ne raconte pas cela au rabbi. Et quand je suis sur le point de sortir, sur le seuil de la porte, le rabbi me demande « Est-ce que je vous ai rendu le service que vous avez accompli pour moi ?» Je suis perplexe, je ne sais que répondre. À quoi fait allusion le rabbi? Et une fois que je suis dehors, je comprends. Suis-je bête? Le rabbi savait tout ce que j'avais vécu jusqu'au moindre détail. C'est lui qui a téléphoné. C'est lui qui a téléphoné à notre gouvernement pour nous dire que nous étions en danger. Et je me rappelle ce que m'avait dit le rabbi. Avant que je parte pour l'URSS, je vous rendrai service pour service. Effectivement, l'appel anonyme venait bien du 770.